Compagnon trader, bonjour. Aujourd'hui, on se parle de support de résistance en scalping. Je vais vous montrer quelques petits trucs et astuces pour les tracer correctement sur vos graphiques. Tout de suite après le jingle. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est la première fois que vous me rejoignez, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et également à laisser des commentaires sous la vidéo. Alors on est parti, le plan du jour, eh bien tout d'abord je vais vous parler de l'intérêt d'avoir des supports et des résistances en scalping. Vous me voyez très souvent les tracer quand je fais des sessions live, donc en fait je vais vous donner quelques explications suite à cela. Et ensuite je vous montrerai sur les graphiques comment je m'y prends. Et enfin, le coin des nouvelles, donc restez bien jusqu'au bout, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer qui concernera un des sujets que vous aimez beaucoup. On est parti. Alors avant de parler plus en profondeur des supports et des résistances et de leur intérêt, je vous propose de faire un petit arrêt de principe pour les personnes qui débutent dans le trading, pour vous expliquer ce qu'est en fait un support et une résistance. Tout simplement pour ça, je vais revenir à l'image de départ, ici. Je pense qu'elle est assez bien faite. Vous voyez en fait ici... Un support, c'est une ligne imaginaire qui ne fait pas partie du prix, qui va représenter un minimum, d'accord, un creux sur le graphique. Donc là, vous voyez qu'il y a eu un petit creux qui a été fait à ce niveau-là, puis ensuite le prix donc a rebondi et est reparti. Donc en fait, à partir du moment où vous avez un point suffit pour tracer une droite horizontale. Pour n'importe quelle autre droite, il faut 2 points. Donc c'est très simple, très facile de tracer un support. Ou une résistance, très simplement. Donc là, on a fait un creux de marché, donc c'est un support, pareil pour une résistance. Vous voyez que non seulement, donc la première fois, on a fait un rebond, voilà, donc la résistance est toujours en haut du prix, support toujours en bas du prix. Et puis c'est une zone qui est devenue, je dirais, stratégique, puisqu'on a eu une deuxième réaction. Et enfin, donc une troisième réaction à ce niveau-là. Donc les supports et les résistances, ça marche pour des niveaux en fait horizontaux, mais ça marche également pour des niveaux en oblique. Donc si j'avais eu un canal haussier, le canal du bas c'est toujours un support, le canal du haut c'est toujours une résistance. Donc là en fait on va retourner là où nous étions. Donc à quoi ça sert? Une fois qu'on s'est dit ce que c'était, tout simplement pour moi en fait, en scalping ça me sert à matérialiser des zones de réaction de prix. En fait, ce sont des zones où le prix s'est arrêté une fois, il y a eu une réaction, c'est-à-dire en fait il y a eu un rebond, et très souvent à partir du moment où il y a une réaction, vous voyez que c'est un sommet, c'est un creux, et bien la prochaine fois qu'on y va, parce que bon, la première fois on ne le sait pas, mais la prochaine fois qu'on va sur ce niveau, et bien il faut être très attentif, puisque très souvent on a des réactions qui sont soit des accélérations, on va breaker, c'est-à-dire on va franchir ce support ou cette résistance, ou soit en fait dans des réactions contraires, des réactions de rebond. Donc premièrement, donc effectivement ça sert à matérialiser ces réactions du prix, et quand on parle de réaction, en fait on parle de zone de probabilité. Alors également, on peut utiliser les supports et les résistances pour des objectifs de gain ou de perte. Ça peut paraître assez trivial ce que je dis, mais beaucoup ne le savent pas. Vous prenez n'importe quelle stratégie de trading. Si vous ne savez pas placer un stop loss ni un take profit, regardez les supports et les résistances. Ça fait mais vraiment d'excellents niveaux clés où vous pouvez soit encaisser une perte, soit encaisser un gain. Donc voilà, il faut le dire, ça sert vraiment aussi à ça à la base. Et enfin, ce sont des zones qui possèdent plus de probabilités, de meilleures probabilités de réaction que d'autres. Et donc c'est à ça que je vais me référer en fait, notamment pour vous donner quelques petits conseils. Alors mes 3 approches pour les tracer, et ensuite on va partir sur les graphiques. Donc tout d'abord en fait vous avez les points pivots. Il suffit d'afficher sur votre graphique, que vous soyez sous ProRealTime ou MetaTrader ou une autre plateforme, une plateforme par exemple celle de votre broker, vous avez toujours la possibilité de placer, de mettre ces points pivots, même sur TradingView. Vous avez des tas de points pivots disponibles, même plus que sur ProRealTime. Donc les points pivots, c'est tout simplement aussi c'est une moyenne du prix, donc il va regarder dans le passé sur un jour, sur une semaine, sur un mois, sur un an, sur 10 ans, j'en sais rien. Il va tout simplement bêtement vous dire, voilà, la moyenne du prix sur ce passé-là, c'est ce niveau-là. Et donc forcément, fatalement, c'est une zone pivot. Alors, je n'ai pas parlé de sommets et de creux, puisque les pivots se fichent complètement des sommets et des creux. Les pivots affichent factuellement là où le prix a été le plus souvent, voilà, sur une zone du passé. C'est une information du passé.
La deuxième façon de le faire, c'est visuellement, et ça en fait on va aller sur les graphiques, puisque je pense que la meilleure des façons de le faire au départ, c'est visuellement. Même si chacun pourrait avoir sa propre interprétation des supports et des résistances, il est très important de savoir les placer, les positionner par vous-même, avant d'utiliser par exemple des points pivots ou d'autres indicateurs graphiques qui vous permettent de les avoir. La troisième petite astuce, c'est une astuce que je vous montrais dans Pro Realtime, qui est plus une astuce qui est dédiée en fait aux débutants pour savoir en fait comment tracer ces zones-là et où vérifier si on a bien tracé, si on a bien pensé à tracer les bonnes zones. Donc c'est parti, on passe sur les graphiques pour vous montrer tout ça. Donc voilà, je suis sur les graphiques, j'ai pris le DAX en Centik. Ce que je vais faire en fait maintenant, c'est tracer premièrement avec les points pivots. Donc pour afficher les points pivots, vous le savez, c'est très simple. On fait un ajouter indicateur. On tape ensuite pivot par exemple. Vous voyez, j'ai plusieurs points pivots qui sont proposés. Donc le Camarilla, Fibonacci, Demarque, Woody. Donc nous on va choisir les points pivots classiques. Donc on clique sur pivot. Des points pivots journaliers. C'est tout, et puis on reste vraiment sur des choses simples, standards. Donc je garde le paramétrage par défaut et j'observe sur les graphiques ce qui se passe. Donc tout d'abord, vous voyez, en fait, je suis ici sur une zone pivot et je vois qu'en fait, donc la zone du pivot journalier, c'est la moyenne du prix à hier. Donc en fait, il faut regarder la journée d'hier qui est matérialisée par cette ligne-là. Et donc, si on regarde de plus près, effectivement, la moyenne du prix, c'est à peu près ce niveau. Alors attention, quand je dis moyenne, c'est pas vraiment une moyenne. La moyenne, ce serait un calcul comme ceci. Donc le pivot serait un petit peu plus élevé. C'est le plus haut plus le plus bas, la journée d'hier, plus la clôture, plus l'ouverture, divisé par 4. Nous, c'est presque une moyenne. Donc c'est le plus haut plus le plus bas, plus la clôture, divisé par 3. Pourquoi c'est comme ça et pas la moyenne arithmétique standard? C'est comme ça, me demandez pas. je n'ai pas l'explication, mais en tout cas, le pivot est beaucoup plus utilisé, celui-ci, celui qui prend 3 paramètres et qui divise par 3, plutôt que celui-ci. Donc voilà, ça représente en quelque sorte une moyenne du prix à hier, puisque je suis sur un pivot journalier. Ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est que pour cette journée-là du mercredi 11 août, eh bien, le prix a rebondi sur son pivot une fois, et même une deuxième fois avant de le breaker pour aller plus bas. Mais on a observé déjà en fait 3 réactions même. En fait, il y a une première réaction, donc je vais tracer cette zone-là, première réaction ici, deuxième réaction ici, et là vous avez encore une troisième réaction de rebond, donc c'est quand même très intéressant. On va regarder dans le passé pour voir ce qui se passe. Donc là, forcément, donc associé au pivot, nous avons des résistances qui sont au-dessus et des supports qui sont en dessous. Ça se nomme pareil, donc vous voyez, c'est standard. Donc le pivot J, ici, vous voyez, pareil, on a eu des réactions, donc il faut faire attention, parfois il n'y a pas de réaction. Là, on a quand même eu un beau mouvement baissier, mais dans toute cette zone-là, réaction autour du pivot, dans toute cette zone-là, réaction autour du pivot, et ici aussi. Donc c'est quand même pertinent. Ici, vous avez le pivot J, pareil, avec une réaction. Donc parfois, on a des réactions qui ne sont pas très propres, comme ceci. On est passé vraiment à quelques points. Là, la réaction est beaucoup plus nette. Pareil, donc ici, vous avez sur les supports et les résistances des réactions très présente, c'est omniprésent. Alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes pour beaucoup, mais chez les gens chez qui c'est une découverte, eh bien je pense que c'est une information intéressante pour eux. Donc, vous voyez, il y a quand même, sur cette journée-là, beaucoup de réactions, pas là, plutôt derrière, ici, réaction, on revient sur ce fait, la réaction ici se fait en plusieurs temps, donc je pense que c'est plutôt ça qui est intéressant de voir. Donc, voilà. C'est un lieu de passage relativement fréquenté. Donc ça, c'est la première des possibilités pour tracer les pivots. Ce qu'on va faire, on va tracer maintenant les pivots avec une deuxième méthode. C'est une méthode qui est un peu plus manuelle, et c'est celle que je recommande en général. Donc je vais effacer tous mes dessins. Donc voilà, j'ai effacé tous mes dessins. Je vais supprimer altitude, clic gauche, mon pivot. Donc cette fois-ci, je vais aller un petit peu dans l'historique justement pour vous faire cet exercice-là, sans tricher. Donc voilà, j'ai affiché 10 000 unités, et puis ce qu'on va faire tout simplement, on va travailler sur des journées. Donc là, 9 h, vous voyez, mon prix commence à côté, à l'open, et qu'est-ce que j'observe en fait? J'observe que, en fait, à partir du moment où vous avez un creux, de toute façon, vous avez une ligne, tout simplement. Et moi, ce que je vais essayer d'observer ici, ce sont les supports et résistances majeurs.
parce que vous avez en fait des supports et des résistances mineurs et majeures. Mineur, ça pourrait être ça par exemple. Là, il y a un plus bas de marché, paf, bon, on n'a fait qu'un seul rebond, voilà, c'est mineur. Ici, vous avez une zone un peu plus intéressante, donc déjà, ce ne sera pas une ligne, ce sera pour moi déjà un rectangle. Vous avez une zone de support très intéressante, le prix s'est posé plusieurs fois dessus. Il ne faut pas hésiter en fait à dézoomer le graphique pour bien les tracer. Vous avez cette zone-là. Donc alors, je fais mes box, mes box, ça me permet d'être assez imprécis, mais dans le bon sens du terme, ça me permet de dégrossir la zone. Alors, on n'a pas une ligne ici, on a vraiment une zone. Vous voyez ici, on n'a pas totalement franchi ce niveau-là. Ici, on a rebondi, donc là, ça devient intéressant. Ici, on s'en est approché. On pourrait d'ailleurs la faire un petit peu plus grosse comme ceci. Voilà. Voilà, donc là, on a une zone effectivement moyenne où le prix est venu se poser plusieurs fois. Donc ça, c'est intéressant pour nous. On pourrait encadrer le prix en faisant la même chose en dessous, sauf que ici on a une zone qui n'a pas été retouchée. Là on a une zone intéressante médiane aussi. Donc ça ça ce sont des supports. Là j'ai une résistance et là j'ai deux niveaux de support. Donc un premier niveau ici et un deuxième niveau ici. Et ça en fait, quand vous scalpez, vous voyez là je suis en centiques ou en 1 minute ce serait la même chose. Quand vous scalpez, c'est très intéressant de savoir justement comment vous évoluez, dans quel niveau. Alors je trace assez peu les obliques, parce que bon, je trouve ça moins intéressant, mais vous pouvez également le faire, il n'y a pas de souci. Donc on va continuer. Là on a atteint un niveau plus haut, mais on voit qu'on a donc c'est un niveau de résistance intermédiaire, qui a joué d'ailleurs un rôle de support, voilà un petit temps. On peut le tracer, d'ailleurs ça s'est révélé assez pertinent plus tard. Ici c'est également un niveau, c'est un plus haut local, vous voyez. Et donc comme ça, en escalier, vous pouvez tracer vos niveaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez, une fois que vous avez tracé votre niveau, le prolonger sur votre graphique. Si un jour on redescendait par exemple sur les 15 600, et bien ce niveau-là, très certainement, jouerait un rôle. Donc on va regarder, je prends ça, alors je resélectionne, voilà. On va aller par ici. En fait, je vais dézoomer tout simplement, voilà. Et je vais le prolonger, voilà. Et donc ça, en fait, ça vous donne une information que, a priori, vous n'auriez pas eu si vous aviez votre graphique comme ceci. Comment je peux savoir que là, il va y avoir une zone, on va dire une zone pivot, en fait, une zone, un support. Grâce au fait que j'ai tracé, en fait, cette ligne-là, eh bien, j'ai déjà une information où, en probabilité, il y a des chances qu'on vienne faire un rebond. Donc là, je ne vais plus tracer les zones qui sont là-haut. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus les zones basses. Mais pareil, si cette ligne-là, elle a été très pertinente dans le passé. Et en général, quand c'est très pertinent dans le passé, c'est très pertinent aussi pour le présent et le futur. Donc là, pareil, je prolonge mes zones. Donc en prolongeant mes zones, là, vous voyez, c'est quand même, ça donne de sacrées informations. Alors, je ne suis pas obligé de rester sur cette zone-là et de ne plus jamais en sortir. On peut tout à fait maintenant tracer d'autres zones intéressantes. Ici, on a fait un plus bas de marché ici à 15 540. Ça, c'est quand même un plus bas local. C'est très intéressant. Si jamais on y retourne, il y aura, à mon avis, une belle réaction sur ce niveau-là. Bon, évidemment, sauf problème majeur, sauf crack. Par exemple, là où ça marche pas, vous voyez ici, j'avais une zone. J'aurais pu me dire, je la trace, donc on va être très honnête. Là, je la trace comme ça et je m'attends ici à une réaction. Il n'y en a pas du tout eu et en plus on n'est pas revenu sur ce niveau-là. Donc parfois effectivement, parfois ça ne marche pas. Bon, à noter que là c'était 2 h du matin, donc on était en session asiatique. Il y a peut-être eu une news inquiétante, ce qui a fait dévisser tous les indices par ricochet. On appelle cela l'arbitrage. Donc je suis en train d'essayer de sélectionner mon rectangle et je voulais juste en fait le prolonger parce que je vois qu'en fait il reste très pertinent. Donc là, bon, on est en plein mois de juillet, donc sur un range. Donc en général, sur les ranges, ça marche très bien, les supports et les résistances. Dans un marché très directionnel, en effet, ça marcherait quand même moins bien. À présent, je vais vous montrer une méthode un petit peu pour les débutants. Donc on va partir sur un graphique tout neuf. Et la nouvelle méthode, en fait, s'appelle ProRealTrend. ProRealTrend, c'est une fonctionnalité de ProRealTime pour tracer les supports et les résistances de façon automatique. C'est ProRealTime qui va regarder statistiquement par où passent les points. Et pour ce faire, il suffit de faire déjà en fait un clic droit sur votre barre à outils si vous n'avez pas
vous avez ici quelque chose qui s'appelle ProRailTrend, ligne horizontale ProRailTrend et les lignes obliques. Donc nous, en fait, ce qu'on va regarder, c'est celui-là, donc ligne horizontale ProRailTrend. Donc en fait, je l'avais déjà. Donc en fait, on va augmenter la sensibilité de ProRailTrend, on va aller dans la barre d'outils, on va faire réglage plateforme, et ensuite vous avez dans plateforme ProRailTrend. Et là, donc la densité, vous pouvez la régler. Vous avez densité basse, vous avez densité moyenne et vous avez densité haute. Alors ensuite, vous avez, comme on est sur cet écran, c'est intéressant, vous avez donc là une classification des différents niveaux de support et de résistance. Support majeur, résistance majeure, intermédiaire et mineure. Bon, ça en fait tout est bien, donc je vais laisser comme ça, mais si vous voulez, en fait, vous pouvez même augmenter l'épaisseur du trait quand ce sont des résistances, des supports ou des résistances majeures, voire même les mettre un petit peu plus gros. Et quand c'est mineur, ben on va le mettre, je sais pas, ouais, c'est en style pointillé, c'est parfait. Et lui, il va rester en très plein. Donc c'est good, et je pense que en fait, il l'affiche pas dans le passé, donc en fait on va aller dans le présent, vous voyez, là ça s'affiche. Et nous avons donc sur mon graphique, bien en fait, tous les supports et toutes les résistances. Donc ici effectivement, donc est-ce qu'il a raison? Ben, on va regarder, hein. Là en fait il me dit que cette ligne-là, la 15804, c'est un niveau de résistance assez important. Et bien en fait on regarde effectivement, on a eu une touche sur ce niveau-là. Comme c'est un plus haut local, moi j'ai tendance à considérer que c'est un niveau de résistance qui est majeur. Ensuite pour le support, et bien pour le support c'est très intéressant. C'est une zone qui a été quand même beaucoup travaillée, hein. Si je prends un petit peu de recul sur cette zone, voilà, je prends tout le recul que je peux sur la zone et je vois que ça a été, il y a eu quand même beaucoup de touches. Donc voilà, donc c'est vraiment une zone mathématique. Vous avez là à un instant T, donc ça peut varier dans la journée, mais vous avez ici un instant T, la zone, une des zones les plus importantes en termes de support. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. Ici, on a quand même eu une belle réaction à 9h30 de rebond sur cette zone-là. Donc c'est vraiment une zone très utile. Et on s'attend à avoir une réaction aussi intéressante sur ce niveau-là. Ensuite, nous avons ici une zone qui a été marquée par ProRailTrend comme une zone intéressante, donc à surveiller également. Vous voyez, elle a été, cette ligne-là, coupée à plusieurs reprises dans le passé, un petit peu moins dans le futur, mais ça reste aussi un niveau intéressant à surveiller si on casse, si on franchit en fait à la baisse ce niveau-là. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien j'ai envie un peu d'ouvrir le débat, de dire à quoi ça sert pour quel type de trader. Si vous êtes un trader qui est plutôt fébrile, c'est environ 10-15% des personnes que je rencontre, eh bien ce sont de merveilleuses zones pour trouver du confort dans le scalping, parce que ce sont des zones à très forte probabilité, c'est-à-dire des zones où, quelle que soit votre directionnalité, achat ou vente, vous allez pouvoir trouver de la contrepartie et donc sortir rapidement de position. Par contre, vous ne savez pas si ça va plutôt être un achat, plutôt une vente, puisque vous avez des réactions, vous avez beaucoup de bruit, hein, c'est comme ça qu'on appelle ce type de réaction sur ces zones-là. Mais comme vous avez en fait beaucoup de bruit, comme une zone commerçante, vous allez avoir beaucoup d'acteurs de marché qui vont pouvoir vous acheter vos lots, vous vendre vos lots. Le deuxième type de personnes, ce sont des personnes plutôt impulsives en général. Voilà, 80% des gens qui me suivent sont plutôt impulsifs sur les marchés. Et donc, en général, on va plutôt éviter ces zones de support et de résistance, soit en fait pour sortir d'un trade. Donc, sortir d'un trade, c'est éviter la zone. Donc on l'évite, soit pour encaisser un gain, soit pour encaisser une perte. Mais en tout cas, en aucun cas, on va déclencher un trade sur ces zones-là, puisque ce sont des zones où il y a du bruit, et donc vous ne savez absolument pas si votre trade va aller en votre faveur à l'achat ou à la vente. Or, si vous êtes une personne impulsive, eh bien dans votre nature, vous avez besoin d'avoir en général raison au maximum, à 90-95% du temps. Et donc, il faut éviter ces zones-là, puisque vous avez beaucoup moins de probabilité que votre trade finalement se passe bien. Ici, je suis sur une personne qui va peut-être faire un 50% de taux de réussite, mais qui va faire son gras. Voilà, à la fin de la journée, il aura peut-être un profit factor de 1,5, 2 par exemple. Ici, vous êtes sur une personne qui va vraiment être sur un taux de réussite de 100%, 95-100%, avec un profit factor qui sera bien au-delà, 4, 5, 10, 15 et plus. Donc ça, je parle de journée, on va dire, normale, où tout se passe bien, on n'a pas encaissé de perte. Mais ces deux types-là de profils psychologiques, il faut en avoir conscience. Et c'est un petit exemple que je voulais vous donner comme ça au passage. À présent, je vous parle du coin des nouvelles. Donc la grande nouvelle, c'est que la V2 de mon robot va
très bientôt sortir. C'est une V2 que j'ai voulu pour plus de stabilité, c'est-à-dire qu'en fait j'ai absolument pas du tout changé la logique c'est exactement la même. Les performances globales du robot sont légèrement en dessous de la V1, donc c'est pas une version qui va, on va dire, annuler et remplacer la V1, c'est une version que je propose pour les personnes qui souhaitent moins de risques. Moi je fais partie de ces personnages, j'aime bien quand j'ai une stratégie qui fonctionne avec le moins de risques possible, et c'est un peu le but de ce robot-là, de cette version. Si vous ne savez pas de quel robot je parle, regardez en description de la vidéo pour avoir les liens. Plus de rapidité également dans le backtest, c'est une version qui a été optimisée. Alors, c'est pas un travail que j'ai fait tout seul, hein. J'ai été associé à une autre personne qui veut garder l'anonymat pour cet excellent travail et que je remercie également au passage via cette vidéo. Donc, le code a été optimisé de telle façon à ce qu'il y ait moins de calculs à faire, et donc le backtest va se faire de façon plus rapide. Réduction également de à peu près 20-25% du temps en position, c'est-à-dire qu'en fait j'ai optimisé de telle façon à ce qu'on prenne des profits plus rapidement dans certains cas. Il y a en tout 6 cas dans l'algorithme, un seul moteur, mais décliné en 6 cas, et dans un des cas, effectivement, on avait des temps de position qui étaient trop longs. Et enfin, plus de confort, puisque je donne la main avec cette version à beaucoup plus de paramètres, ce qui va permettre aux utilisateurs, on va dire un petit peu plus avancés, de faire des tests, des backtests, en modifiant des petites choses, voilà, de type, si on met à break-even à tant de points, qu'est-ce que ça fait? Si on désactive les ventes ou les achats, qu'est-ce que ça fait? Si on augmente le risque de telle façon, qu'est-ce que ça fait, etc. Donc si on ne prend pas de position le jeudi ou le vendredi, est-ce que ça améliore les choses? Donc moi, c'est des backtests que j'ai fait hein, personnellement. Je les paramétrais par défaut sur un confort pour moi, mais vous pouvez tout à fait le paramétrer à votre sauce pour que le robot soit confortable pour votre façon, votre psychologie, votre façon de trader. Voilà, et puis le deuxième point, abonnez-vous à la vision marché du samedi, n'hésitez pas, ce sont des newsletters qui sont gratuites et sur lesquelles j'apporte des points de cours nouveaux. J'apprécierais énormément si vous pouviez me faire un petit retour sur ces newsletters du samedi, notamment sur l'analyse des marchés. Est-ce que par exemple il y a des marchés que vous aimeriez que j'analyse? Certains m'ont parlé du CAC 40 ou du Nasdaq, alors les marchés se ressemblent beaucoup, c'est pour ça que je ne multiplie pas les actifs, mais par exemple il y a un marché qui est l'or, qui me paraît moi beaucoup moins intéressant à trader, il se passe moins de choses. C'est plus dangereux de le trader. Typiquement, c'est un marché que j'aimerais bien sortir de ma newsletter pour mettre par exemple un autre actif. Donc n'hésitez pas à me répondre à mes mails ou en commentaire. Le mieux, voilà, en commentaire de cette vidéo sur la newsletter, quel actif vous aimeriez que je traite avant tout. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. Je vous laisse continuer une activité normale. Et puis je vous souhaite en fait un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine. Ciao!